Donc dans le stade, par exemple, quand les supporters crient ton nom, Exactement. tant que tu ne réfléchis pas à ta vie, tout va bien. Ça, c'est l'atmosphère de escape, Ouais, ouais, Ouais. d'échapper à ça, ouais. d'échapper à des vérités que tu ne veux pas faire face à. Mes frères me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Que toutes mes sœurs me rejoignent, que l'ennemi s'éloigne. Viens crier family energy, family, family energy, family energy, family energy. Et Young, toi, t'es aussi pasteur? T'avais dit qu'il était pasteur, Non, c'est je- vrai? ouais, je- Ah, On ok. l'appelait pasteur de On ce m'appelait ça. pasteur. On t'appelle pasteur. Je suis Mais juste t'es Young. juste Young. Ouais. Pasteur du vestiaire. Pasteur de Pasteur, tout, hein. En pasteur, général. Style de vie. Ouais. et tout. Mais à chaque fois qu'il y a un chrétien et sportif, on dirait, ou footballeur, Mais dans si les tu es vestiaires, il faut sérieux, qu'on si l'appelle tu es sérieux, pasteur. on En dit- fait, voilà, en fait, c'est ça le problème. Dès que tu vis bien ta vie en Christ, on C'est veut ça te le donner- témoignage. On veut te dire. C'est ça le pasteur. témoignage. Ah ouais. Ah non, mais. non, mais parce que C'est une bonne Non, mais ça chose. met de la pression, C'est non, un un petit peu témoignage. quand même de se dire. Il s'est dit, on te voit, on voit que tu vis comme ça se doit. Ouais. Donc c'est eux qui te disent, tu es pasteur. Et ça veut dire qu'en tant que chrétien, quand on te dit que tu es pasteur, tu peux même plus faire une erreur. Non. Et ça, tu Ça le s'est vis dit bien. que tu fais les efforts Ah, ok. pour vivre bien, Ah, pour bien montrer l'exemple. ok. Pas que tu ne peux pas faire. Ok. Ouais, parce que des erreurs, on en fait tous dans les Ouais, ouais. vestiaires. Ils savent que tu es humain, mais c'est juste que tu fais mieux des efforts que les autres. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais le contraire. Donc, ils savent. Eux-mêmes, Ouais. quand ils voient, ils disent non, Voilà la non, différence. lui là, non, ça vient En fait, d'abord, cette c'est différence-là, c'est. En fait, ils la mettent en disant pasteur. C'est ça, en fait. Ok. Ils l'admettent, ouais. Ils Ouais. disent que non, on te confirme que notre Hmm, témoignage, que c'est toi, vrai. t'es différent. Quelqu'un de sérieux. Ouais, c'est ça. Si c'est un autre chrétien qui dit que tu es chrétienne, là, non, mais si c'est eux, Ah. ils ne savent pas qu'ils ne sont pas chrétiens, mais ils te disent, on t'appelle pasteur. On le confirme. Donc, tu es bon. Ça- C'est un encouragement. Uh-huh. Tu dis, ah, tu brilles ta lumière bien, tu montres l'exemple, donc continue. Ça veut dire que dans tous les vestiaires, dans tous les clubs où tu es allé, tu as dû prendre le titre de pasteur, quoi. Je ne sais pas. Waouh. Je ne sais pas. Ok. Ouais, je ne sais pas si je prends les titres. Toi, Polo, tu avais ça? Je veux dire, dès que tu étais chrétien et que du coup les gens le savaient, toi aussi, tu appelé pasteur partout, Pana, Cagliari. Non, pas partout, mais. Non, surtout. Non, pas spécialement. Certains endroits, oui, mais pas partout. Pas comme les nôtres. En plus, tu as joué dans des pays à forte communauté musulmane. Mais sans problème. Sans problème. C'est vrai? Il y a beau- Bon, si. Comment tu as vécu ces Toi aussi. expériences Un grand Et comment tu as vécu ta foi, en fait? Comment vous avez vécu J'ai joué- votre foi j'ai joué au dans... Burkina. Hmm. Mhm. Tout le monde dans l'équipe était musulman, Sauf toi. sauf moi. Mais aucun problème. Et ils t'ont respecté. Problème. Ouais. Bien même. Et j'ai prié même avant les matchs. Ah ouais. Ah oui. Et ça. Comment on vit dans ces pays-là en tant que sportif aller humainement pour vivre, c'est un autre style de vie aussi. Burkina, Polo. Franchement, moi, je les ai vraiment bien vécus. D'ailleurs, vous-même, vous savez, moi, je kiffe trop les Émirats. C'est vrai? Abu Dhabi, donc j'ai vraiment... Ah, c'est... Mhm. Les gens, ils sont tranquilles. Ils sont pas là à regarder ce que toi, tu fais. Non, ah ouais, toi, t'es comme ça. Ah, c'est bien et tout. Machallah et tout, tu vois. Tranquille et tout. On est ensemble, tu vois. T'es mon bro, tu vois. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis là et tout. Il y a plein d'églises aussi Ah ouais? aux Émirats. Il y en a plein, tu vois. Donc, tranquille, franchement. Mhm. Aucun problème. Humainement, bien, pépélé. Ouais. Toi, Young. Toi, Young, c'était comment à Burkina? Pareil, pour le style de vie, il n'y avait pas de soucis, tu le vivais Bah, correctement. au Burkina, c'était la première fois que j'ai quitté le Cameroun pour jouer à l'extérieur. Mhm. Et d'abord, j'étais excité parce que c'était une aventure pour moi. Je voulais découvrir comment la vie est dehors, en dehors du Cameroun. Mhm. En même temps, c'était une bonne test pour ma foi. Je Ouais. devais être quelque part où personne ne parle pas le même langage que moi. Et comme Polo disait, ce sont des bonnes personnes qui étaient autour de moi. Et tout ce que je devais faire, c'est d'être moi-même, les aimer, le comprendre, le partager et montrer le bon exemple. Et très vite, ils m'ont respecté. Surtout quand tu fais ton travail, tu es sérieux sur ton travail, ils te respectent. Tu avais quel âge? Oh, disons, j'avais vers 17 comme ça. D'accord. 17. Donc, tu as été pasteur, entre guillemets, hein, des vestiaires un peu partout, mais tu préfères juste être Young et non tout simplement. Mais exactement, moi je suis ayant. Ok. Pasteur, disons, c'est une décrétion, c'est les gens qui essaient de dire exactement ce que tu fais. Mhm. Si tu te comportes comme
un avocat, les gens vont commencer à t'appeler avocat parce que tu es chaque fois là. Ils essaient d'expliquer un peu ton style de vie, ta manière de comporter, et un peu comme ça. Il y a des très jeunes dans les familles qu'on appelle papa. Ce n'est pas parce qu'ils sont âgés, mais parce qu'ils se comportent comme quelqu'un responsable. Et toi, Fiona, est-ce qu'on doit te considérer plus comme une artiste ou comme un psychologue ou autre chose? Je pense que toutes les casquettes font partie de moi. J'ai pas l'impression qu'il y en ait une qui passe au-dessus des autres. Je pense que réellement, elles viennent mettre en lumière des choses qui sont en moi depuis toujours. Que ce soit le fait d'être à l'écoute des autres, d'être plutôt aussi dans la discrétion et de laisser la place aux autres. Que ce soit... l'enfance, ça, t'as développé ça? Ouais. Pourquoi, à ton avis, c'était vraiment toi ou ça, quelque chose t'a influencé? Je pense que ça fait partie de ma personnalité et que ça a été exacerbé par le contexte dans lequel j'ai grandi. Où, notamment, arriver comme deuxième de la famille avec une grande sœur qui parlait beaucoup, qui avait sa propre place déjà. Ouais. Et donc voilà, je pense que je me suis adaptée comme ça. Et puis, déjà, je vais dire une certaine créativité et un amour du mouvement. D'après ma maman, en tout cas, je dansais apparemment sur tous les sons que j'entendais, même quand c'était pas vraiment de la musique. Ouais. Et donc voilà, je pense. Ça. Ouais. Je crois que ça a toujours été là, vraiment. Voilà. Tu as suivi un parcours classique, je veux dire, tu es allé à l'école pour faire de la danse ou... Oui. Quel est ton parcours? Alors, je suis allée à l'académie, où j'ai commencé, en fait, en suivant le chemin que ma sœur avait pris. J'ai entamé la danse classique. C'était vraiment, je vais dire, un domaine dans lequel je m'épanouissais et je vais dire où je me démarquais. Et puis, je vais dire, c'est mon grand-père paternel qui me conduisait à la danse. Et j'étais très, très attachée à lui. Et il m'appelait son petit rat d'opéra. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui m'a marquée. Et quand il est décédé, j'avais 9 ans. Et ça a marqué, ça a inscrit quelque chose en moi par rapport à la danse aussi. Parce que c'était quelque chose qu'on partageait et dans lequel il m'encourageait beaucoup. Ça a vraiment été un chemin que j'ai continué jusqu'à la fin des secondaires. Et puis, en parallèle, je me suis intéressée à d'autres types de danse aussi. À l'académie, j'ai fait tout ce qui était solfège, piano, chorale aussi. Donc, j'étais vraiment dans 2 vies parallèles. Et je pense que ça m'a entraînée pour ma vie d'aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des vies en parallèle. Et parfois, on me dit, mais comment tu fais pour faire tout ça? Et moi-même, je ne sais pas. Mais je le fais. C'est naturel. Mais c'est drôle que tu parles de danse classique parce que directement, dès que tu as dit ça, il y a une question qui m'est venue, c'est tu as l'immense privilège d'avoir 2 cultures, Congo et belge. Mais du côté congolais, faire la danse classique, est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est normal? Comment tu l'as vécu? Alors, moi, j'ai une maman qui est allée au cours de danse classique. Et donc, son petit frère y est allé aussi. J'ai des photos de mon oncle. Ah, donc c'est... Ouais. Mon oncle faisait le grand écart, etc. Wow. Donc, chez nous, en tout cas, c'était vraiment validé, accepté. Donc, zéro pression extérieure par rapport à ça. Non, vraiment pas. Tu fais ta passion, quoi. Okay. Et donc, en parallèle, tu fais une formation dans la psychologie de la performance sportive. Est-ce que tu peux nous en parler davantage? Oui, alors donc à la base, moi j'ai fait la psychologie sociale du travail et des organisations avec vraiment cet intérêt pour le bien-être au travail. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis dit, mais finalement pour les sportifs de haut niveau, le sport c'est un travail. Et dans ce contexte-là aussi, le bien-être est important. Et quand j'ai vu que cette formation existait, je me suis dit, pourquoi pas? Puis c'est vrai que j'ai pris le temps de réfléchir, parce que les post-formations ont un certain coût. Et comme je venais de me lancer comme indépendante, il fallait bien calculer mon coût.
Et donc là, je me suis lancée et je suis vraiment, vraiment satisfaite de me lancer dans ce cursus-là. Il y a une réalité, je pense, qui est tue. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses que les gens ne s'imaginent pas autour de la vie des sportifs, autour de tout ce que ça demande comme concession, de tout ce que ça implique comme répercussion sur le quotidien, mais aussi sur les proches. Et tout ça, on en parle très peu. Et c'est parfois peu considéré par les équipes sportives ou par les fédérations, etc., qui mettent un accent malgré tout sur la performance, sur la productivité, etc. Un peu comme les entreprises finalement. Et donc, il y a vraiment un aspect intéressant. J'ai l'impression que particulièrement depuis le Covid, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on commence à mettre l'accent sur le mental du sportif. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que le sport pour le sportif, paradoxalement. Dans le sens où on a vu beaucoup dans le Covid des personnes qui sont tombées en dépression, tout simplement. Est-ce que ça fait du bien en tant que sportif, Polo, d'être mieux compris mentalement par quelqu'un extérieur? Ouais. D'ailleurs, moi, pendant un certain temps, j'en ai parlé avec quelqu'un qui se dit un peu pas psychologue, mais plutôt un coach de vie. Tu vois, parce que... Life coach. Life coaching. Et surtout, je pense que c'est bien quand quelqu'un qui ne vient pas du milieu, tu vois, je trouve que ça donne, je sais pas, ça donne un autre sens. Une autre sensibilité. Voilà, un autre regard, tu vois, où il n'est pas... en fait, le but, c'est pas vraiment football, tu vois, mais moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Konya, et d'ailleurs, on peut même demander... ma femme, elle me disait, ouais, Polo, tu dois appeler quelqu'un et tout pour parler. Et j'ai essayé d'appeler un gars avec qui on a travaillé au Standard et il ne me répondait pas, tu vois. Et il m'a répondu une fois, on peut s'appeler là. Je l'ai appelé, mais il ne répondait pas, tu vois. Et je me suis dit, allez, moi, ça allait encore, mais j'avais besoin de parler, tu vois. Mais imagine quelqu'un qui est au fond du trou, vraiment. Au fond du trou et tu ne réponds pas. Tu vois ce que je veux dire? Comment il va se sentir, tu vois? Heureusement, j'avais aussi un autre gars avec qui j'ai parlé et tout. Et en fait, il m'a expliqué un peu... en fait, il m'a fait comprendre, en fait, tu dois aussi regarder ce que tu as besoin en tant que footballeur. Tu vois, j'étais dans un environnement où moi, j'ai besoin de fans, j'ai besoin de certaines choses pour m'alimenter. Et là, je voyais que, tu vois, c'était boring, ça courait... Et je ne m'épanouissais pas. La ville était... Ouais, c'était exactement à Konya, tu vois. La ville, tout était... Pourtant, quand on regarde juste tes réseaux sociaux, on peut croire que tout va bien, tout allait bien. C'est là que tu as fait ta vidéo pour ton fils, tu as marqué, etc. Oui, on pourrait croire que... En fait, ça, c'était après. Mais quand j'ai parlé avec la personne... Ah, d'accord. Ça a été mieux, tu vois. Il y avait un match, on a joué contre Fener. Et justement, ce match-là, je suis rentré peut-être, je ne sais plus, 15 minutes. Mais il y avait une ambiance de fou. Et ça m'a un peu, tu vois. Et justement, j'avais parlé avec lui, peut-être 1 ou 2 semaines avant, tu vois. Et puis ça a ranimé quelque chose. Et après ça, c'est là que j'ai commencé à marquer, etc. Que ça allait un peu mieux, tu vois. Mais j'ai eu besoin aussi j'ai une femme aussi formidable qui m'a dit, mais vas-y, appelle-le, tu vois. Donc on avait parlé. Donc c'est pas tous les clubs de football qui ont des structures pour la santé mentale de leurs joueurs. Non. Quand vous jouez au Standard, vous avez ça? On avait un mental coach, on en avait un. Maintenant, je ne sais pas s'il y en a un, mais avant, je me rappelle, il s'appelait, c'est qui? Rudy, avec Prud'homme. C'est interpellant quand même. Parce que récemment, cette année, Cristiano Ronaldo a perdu un de ses enfants. Et je sais que j'ai vu une photo de lui avec un psychologue très célèbre, je pense que c'est Jordan Peterson. Jordan Peterson. Ouais, voilà. Peterson, vraiment un psychologue qui est à la mode, mais aussi très réputé dans le domaine. Et je me dis, un club comme Manchester United n'a pas mis à disposition des spécialistes pour l'aider. Il a dû faire appel à l'extérieur. Enfin, je sais Après, ça, on ne sait pas s'ils n'ont pas fait appel. Peut-être qu'ils en ont de l'intérieur, tu vois, ou peut-être ils ont des partenariats, mais ça, on ne sait pas, tu vois. De mon côté, selon mon petite expérience, je pense que les clubs essaient de ne pas s'engager à ça. Comme tu vois, un club ne peut pas s'engager pour les transferts d'un footballeur, mais le footballeur fait partie du club, il est sous contrat. Donc, je me pose la question sur le contrat du joueur, est-ce qu'il y a ça? Donc, ça doit être très défini parce que c'est un aspect très délicat. Et dans mon livre que j'ai écrit, j'ai noté certaines choses selon
mon expérience maintenant que c'est la responsabilité du management team qui est autour du footballeur de prendre charge de ça. Le club n'est pas aussi responsable des finances du joueur. Le club n'est pas responsable de la santé mentale du joueur. Il est responsable de la performance, de l'environnement, de contrats, de protection dans cette zone d'assurance de certaines choses. Mais je ne pense pas que la santé mentale, ça vient du club. Donc, ça doit être très défini sur le côté légal. Et comme ça, chaque joueur sait que c'est ma responsabilité. Donc, pour toi, ça doit être l'entourage du joueur qui doit faire ça. C'est l'entourage du joueur, le management. Tous les joueurs ont des agents. Et les agents aident les joueurs à avoir des sponsors de chaussures, de montres. Pourquoi pas santé mentale? Il faut amener un spécialiste. D'ailleurs, toi, Young, tu as justement écrit, comme tu as dit, un livre. Tu peux le présenter? Tu as parlé du mentorat, du mental. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un sujet? Dans le chapitre 16 du livre, je parle de management. Parce qu'en 2017, j'étais en Angleterre et c'était la première fois que je n'ai pas eu de club. Je venais de quitter le Standard et suis rentré à Londres. Et j'avais beaucoup d'offres, mais je voulais avoir un club en Angleterre pour rester avec la famille. Et j'ai tourné toutes les offres à côté. Et à la fin de l'ouverture en Angleterre, ça ferme dernièrement. Et ça n'a pas marché. Donc j'étais bloqué à la maison pour la première fois. Donc tu peux imaginer que quand j'étais un peu comme un poisson hors de l'eau. Donc pas de club, je suis international, je suis à la maison, dans la réalité, ça frappe. Et cette période m'a poussé à commencer à essayer de penser, si j'arrête le foot maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'avais une idée, je n'avais pas pris du temps pour vraiment penser à ça. Alors, en ces temps-là, mon épouse, elle m'a beaucoup aidé parce que sa présence, les conversations. Et puis j'ai commencé à réfléchir sur mon passé, mon parcours. Si je devais parler à un jeune joueur comme moi, qu'est-ce que j'allais lui dire? Quelles sont les choses qu'ils avaient besoin de mieux préparer avant d'arriver là? Et j'ai vu l'une des choses, c'était le management. Et le management, c'est la responsabilité du joueur. Et à cause de ça, j'ai écrit 5 choses qu'un joueur a besoin dans son management autour de lui. J'ai parlé d'un agent, un très bon agent. J'ai parlé d'un conseiller financier et surtout des taxes. J'ai parlé d'un physiothérapeute ou bien un performance coach, mais qui est aussi avec un coach mental, ensemble. J'ai parlé aussi de l'environnement, la famille ou bien un management, un business consultant et un enseignant personnel. Et donc tout ça autour d'un joueur? Tout ça, qu'un footballeur professionnel qui veut jouer au haut niveau, pour avoir l'équilibre autour de lui, il a besoin de toutes ces formes d'aide, de management et d'éducation aussi. Donc ça, c'était les choses qui m'ont poussé ces temps-là de commencer à réfléchir. Qu'est-ce que j'aimerais donner, parce que j'ai des garçons, mon fils qui joue au foot, qu'est-ce que j'aimerais lui donner? Et tout ça, c'était de cette base-là que j'ai vu que la plupart des joueurs n'ont pas ça. Et on attend que les clubs nous donnent ça, alors qu'on nous paie beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas prendre soin? Parce que le club te donne à manger, mais après ça, il ne va pas te donner à manger dehors. Et la plupart des choses qui influencent le joueur mentalement sortent plus de l'extérieur que dans les clubs. Donc, tu as besoin de prendre soin de ton... Tu touches beaucoup d'argent, il faut payer pour ça. Bien sûr. Non, c'est vraiment intéressant. Fiona, dans ce qu'il dit, il y a des choses qui te font écho, qui te parlent, que tu retrouves peut-être auprès des personnes que tu vois. Oui, alors, effectivement, je pense qu'il y a déjà une conscience personnelle dans le fait de vouloir s'encadrer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce que tu dis au niveau du fait que finalement, le club ne peut pas tout investir non plus. Et moi, ça me fait penser à cette notion aussi de confidentialité que le psychologue, par exemple, peut avoir vis-à-vis du sportif. Et c'est vrai que si le service est commandé par la fédération, par le club ou autre, il peut y avoir cette question de tiens, est-ce qu'ils attendent un retour par rapport à ce service-là? Est-ce qu'il y a une obligation de résultat aussi? Or, dans le travail qui peut se faire à ce niveau, normalement, il n'y a pas d'obligation de résultat. On va là où on va, au rythme de la personne, et on voit ce qu'il en sort, si effectivement il y a quelque chose qui vient gêner la performance, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Si l'entourage est soutenant,
ça peut faire une grande différence, parce que si l'entourage attend aussi que le sportif soit productif, ou qu'il y a peut-être des enjeux. Parfois, il y a des enjeux financiers pour la famille, parfois, il peut y avoir tout un tas d'autres éléments qui viennent se greffer. Et donc, pouvoir avoir un sportif qui est aussi conscient que, tiens, je peux avoir besoin de soutien, je peux avoir besoin d'être écoutée, de m'exprimer, et je me donne les moyens. Quelque part, dans le travail psychologique, c'est quelque chose de nécessaire, que la demande vienne de la personne elle-même, pour que ça puisse avoir du résultat. Et donc, effectivement, c'est essentiel. C'est quoi les réalités d'un sportif de haut niveau qu'on ignore, des choses que tu connais, mais peut-être que quelqu'un dans la vie de tous les jours ne comprend pas quand il dit « Oh, tel joueur, tel sportif, il est vraiment mauvais, etc. » Quelles sont les réalités qui seraient importantes de savoir pour toi? Alors, je pense qu'il doit y en avoir beaucoup et que je ne les connais peut-être pas toutes non plus. Ce serait une question à leur poser aussi, ça. Bien sûr. Je pense que déjà, il y a la question de la personnalité. Parce qu'un sportif est une personne, avant toute chose. Une personne qui a une histoire, une personne qui a un caractère, une personne qui a évolué dans un environnement ou dans un autre. Je pense, par exemple, spécifiquement au contexte des sportifs qui ont évolué pendant le Covid. Il y a des sportifs qui sont motivés par la foule, par les fans autour, etc. Comme Polo. Voilà. Et il y en a d'autres que ça gêne, qui ont peut-être été plus performants quand les matchs n'étaient pas vraiment visibles par les gens, parce qu'ils ont besoin d'un certain niveau de concentration, que quand il y a des personnes qui scandent des chants, etc., ça les perturbe. Et donc, tout ça, ça peut jouer. Sont des petites informations, mais qui peuvent faire la différence dans la performance du sportif. Il y a l'histoire personnelle. Ça veut dire que quand le match est terminé, ils rentrent chez eux, ils ont des choses à gérer, ils ont des factures à payer, ils ont tout un contexte de vie qui est insoupçonné. Et quelque part, les gens n'ont pas besoin d'avoir accès à ces informations-là. Et les gens ont tendance à imaginer des choses sur base de très peu d'informations, quelque part. Et il y a des gens pour qui l'exposition peut être très angoissante, se dire peut-être qu'il y aura une photo de moi et des commentaires sur ma performance, etc. Ça peut être très... Les réseaux sociaux peuvent aussi jouer un rôle dans... Par exemple, comme ça l'est dans d'autres contextes également. Donc je pense que tout ça peut jouer. C'est ce à quoi je pense là, bien sûr. à de ta question, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres... Non, ça fait écho à des choses que vous connaissez aussi. Il y a d'autres choses encore? Des fois, tu sais, par exemple, avec mon épouse, on a mis du temps à avoir un enfant. Mais pour moi, ça allait encore, mais je crois que pour la femme, c'est un peu plus difficile, tu vois. Et donc, je me rappelle que des fois, je devais être là pour elle et que c'était un peu plus difficile pour elle. Et donc, moi, je rentrais à la maison en sachant que ma femme, des fois, elle ne va pas bien, etc. Et forcément, si ça ta femme ne va pas aussi. bien, ça m'affecte aussi, tu vois ce que je veux dire. Et des fois, quand tu arrives, tu dois, entre guillemets, un peu cacher et tout ça. Mais tu vois, allez, c'est des choses qui, des fois, qui peuvent affecter affecter tes performances. À 100%, il y a un truc qu'elle a parlé de la personne. Et dans le livre, je parle de ça aussi, que je parle de ta personne, ça détermine tes réalités. Mais tu peux cacher n'importe comment, mais à un certain niveau. Je peux aussi parler de cette fausse image qui est construite pour les sportifs, qui est vendue. C'est quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui est chaque fois fit, c'est quelqu'un qui doit chaque fois performer à 100%. Et l'humanité de la vraie personne est cachée. Donc tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas parler de tes faiblesses, tu ne peux pas parler exactement j'ai mal, tu ne peux pas exprimer tes émotions à 100%. Parce qu'on a dessiné qui doit être un footballeur, qui roule une voiture qui va vite, qui a une belle fille à côté, qui a marqué 2 buts. Le photo parfait qui est Ronaldo, un peu comme ça. C'est ça. Et quand cette photo est éliminée, qui es-tu? Je vais parler de ça aussi de personne, un aspect d'identité, de crise. Et le footballeur, chaque fois, est dans une zone où tout est fait pour lui. Il a des chaussures, il a des contrats, il est toujours sur la tension. Et maintenant, il a cette difficulté d'affronter ses faiblesses.
il a cette difficulté de faire face à ses vérités. Il a cette difficulté d'écouter. Tu vois, chaque footballeur va te dire, c'est pas facile quand on me dit les choses qui sont vraies. Ouais. Ça blesse. Parce que le carrière elle-même, ça met l'accent sur toi, que ton ego, ça monte. Ouais. Et c'est très important dans l'éducation, dans le mentorship, d'avoir quelqu'un que tu fais vraiment confiance et tu peux te libérer. Oui, c'est ça. Mais c'est très difficile parce qu'on a les réseaux sociaux, on a les journalistes, on a les gens qui cherchent les informations. Donc, l'une des choses que je peux te dire, c'est que les footballeurs, comme dans les autres métiers, les gens qui sont dans les stars, qui sont toujours vus, ils ont ce problème de confiance. Ils ne savent pas qui ouvrir. Et c'est très difficile. Même à la maison, même dans la famille, ils ne savent pas qui ouvrir parce que tu as une cousine, il te dit, tu ne m'as pas aidé, donc ce n'est pas quelqu'un qui veut l'aider. Peut-être ton épouse a une situation, c'est toi qui dois donner à ton épouse. Peut-être ton coach veut que tu te performes. Peut-être, je ne sais pas, tout le monde veut quelque chose de toi. Tes amis, alors tu vas courir vers eux. Donc la plupart des fois, les sportifs sont perdus. Ne soyez pas surpris que la plupart des sportifs aiment des endroits qui font trop de bruit. Pourquoi? Si tu es dans un endroit qui fait de bruit, ça t'empêche de réfléchir. Ça t'empêche de passer du temps, de vraiment mettre l'accent sur les choses que tu dois travailler sur ça. Au fur et à mesure que tu es dans les endroits, musique, des choses qui te distraient, tu es OK pour le moment. Mais après, il y a des choses qui sont en train de bâtir au fond. Donc dans le stade, par exemple, quand les supporters crient ton nom, tant que tu ne réfléchis pas à ta vie, tout va bien. Ça, c'est l'atmosphère de escape. D'échapper à ça, d'échapper à des vérités que tu ne veux pas faire face à. Et tu vois, justement, ça me fait penser aussi à toute cette notion de, en tant qu'être humain, on a des émotions. Bien sûr. Et en tant que sportif, on peut avoir des peurs, on peut avoir tout un tas de choses avec lesquelles on deal peut-être pas. Et ne pas pouvoir le déposer quelque part, c'est un poids. De la même manière, il peut y avoir tout un tas de contraintes alimentaires, d'un train de vie quotidien qui est une discipline extrême que les gens ne soupçonnent pas. Parce que alors les supporters, ils peuvent être en train de boire leur bière, manger leur frites, mais le sportif, il l'a peut-être pas fait depuis longtemps et pourtant, c'est pas l'environnement. Il va le faire. Il veut le faire. Il veut le faire, mais il peut pas. Et toutes ces petites choses-là, elles vont il y en a qui ça. En fait, je pense qu'il y a il commence aussi à avoir certaines personnes qui disaient j'en ai marre, j'ai envie d'être moi-même, quoi, tu vois. C'est pour ça que tu vois certains joueurs, etc., en train de fumer, de boire, etc. Et ils ont pas peur de le dire, tu vois. Je bois. Pas attendre jusqu'à j'ai 35 pour commencer. Voilà, tu vois, je dis voilà, c'est ma vie, c'est moi, j'ai envie de, tu vois. Mais ça veut dire quoi que ils se lâchent sous la pression, ils en ont marre de cette pression et du coup ils se lâchent. C'est vraiment un lâcher-prise complet de la pression mise sur eux. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent au point de se dire « Ah bah tant pis, je vais manger ce que j'ai envie de manger et fumer si j'ai envie de fumer ». Ça, c'est... Je pense qu'il peut y avoir différents facteurs qui font qu'on en arrive à ce point-là. Ça peut être la durée, peut-être les résultats qui ne sont pas aussi élevés que ce qu'on attend. Ça peut être le moral qui est un peu plus bas et qu'on se dit mais finalement pourquoi est-ce que je me torture à faire ça. Voilà. Il peut y avoir vraiment, je pense... Dans la danse, est-ce qu'il faut aussi prendre de l'importance sur le mental à ce point-là? Comment ça se passe là-bas? Alors, il faut aussi, après, tout dépend le niveau de performance dans la danse aussi. Si tu regardes les danseuses de ballet, qui généralement se retrouvent à compter les grammes qu'elles peuvent prendre. Voilà, à un moment donné, ça vient jouer forcément sur le mental parce que avoir pris un petit peu trop de centimètres à tel endroit peut remettre en question la place qui peut être là. Voilà, il y a d'autres styles de danse où ce sera peut-être moins, je vais dire, rigide, mais pour gérer une performance, il y a une discipline à avoir, c'est indéniable. Ça fait partie, je pense, de tous les sports, de toutes les activités physiques où on cherche à maintenir, je vais dire, un niveau. Il faut pouvoir se contraindre parfois, alors de manière équilibrée idéalement, même si voilà, la question c'est est-ce que la contrainte fait partie de l'équilibre.
Mais non, très bonne question. Très bonne question. Ce que je veux me rajouter sur ce qu'elle a dit, c'est aussi que si quelqu'un lâche, peut-être cette personne a une mentale faible. Il est mentalement faible. Parce que le mental, comme les muscles, il faut le travailler. Si je vais au salle de gym, je travaille mes muscles, je serai plus fort. Mentalement aussi, il faut travailler ça. On ne s'élève pas, on ne naît pas mentalement fort. On travaille ça. Les situations, on affronte les situations. Donc si moi, aujourd'hui, je commence à travailler avec 10 kilos, je répète. Peut-être le début, ce n'est pas bien, j'ai mal, mais au fur et à mesure que je répète, 10 kilos sera facile. Je pense aussi que c'est la même chose que mental. Je suis l'homme d'aujourd'hui parce que j'ai traversé des situations et mentalement, je me suis... Quelles sont les premières informations que j'ai eues qui m'ont donné cette mentalité? Donc je pense que c'est sur cette base aussi, si quelqu'un lâche, il faut qu'il pose la question, est-ce que j'ai travaillé mentalement? Donc on parle de sport de haut niveau, je pense que tout commence par le mental. Tu peux avoir fort le talent, tu peux avoir même des supporters, tu peux avoir le contrat, tout. Mais si mentalement, tu ne peux pas, tu ne veux pas, tu n'es pas prêt, tu vas lâcher à un certain niveau. C'est là qu'on voit qu'il y a allez, je sais pas, autour de vous, il y a beaucoup de joueurs qu'on disait, ah lui, il est trop fort. J'avais plein de joueurs en tête là. Plein de joueurs et tout ça, mais après, ils n'ont pas réussi. Et si tu vois, la plupart des personnes qui parlent de ces joueurs vont parler que du talent. Ils vont rarement penser que non, peut-être mentalement, le travail n'était pas été fait. Il était très bon, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça. En fait, c'est des joueurs, et t'en connais certainement, vous en connaissez certainement, dès le plus jeune âge, ils ont toujours été au-dessus de la mêlée. Ils n'ont pas eu besoin de beaucoup travailler, surclassés, équipe nationale. On en faisait déjà des vedettes à 13-14 ans, mais une fois passé le cap, je veux dire, des U17 et qu'on les met face à leur première adversité, là, ils craquent. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour mon petit frère. Ah ouais? Pourquoi? Parce que mentalement, ça n'a jamais été facile pour lui. Même il n'a jamais été repris, la plupart dans des équipes de jeunes, tu vois. Et même quand il a commencé, il disait, quand il a commencé à jouer en équipe au première, il n'était même pas repris en U19 de la Belgique. Imagine, tu vois. Et puis il a eu une grosse blessure qui a fait qu'il a été fort mentalement. Et il est revenu, il a joué un an, transfert. Ça explique pourquoi tu es autant derrière ton frère à chaque fois qu'il progresse dans sa carrière. Tu es toujours derrière lui pour l'encourager. Ça explique ça. Je suis là. Et moi, je dis aussi, moi, je n'ai pas son mental, je pense. Ah ouais? Je n'ai pas son mental. Tu penses? Non. Pourquoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, c'est pas que j'aime pas la difficulté ou je sais pas quoi, mais moi, j'ai toujours voulu, par exemple, jouer tout le temps, tu vois. Je veux pas... Ne me prends pas la tête à vouloir. Tu veux pas un club qui va te dire tu vas commencer d'abord sur le banc. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est le défaut, ce qu'il dit là. Mais toi, t'étais un mais attends. Mais comme tu as dit, c'est parce qu'aussi j'ai grandi, je pense. T'étais un choqueur. Parce que j'ai toujours été un poucou, tu joues, il n'y a pas de truc, tu vois. Lui, il a 14 ans dans ce sport. Voilà, tu vois, donc, et à un moment, ça n'a peut-être pas nourri quelque chose de bien, mais au fur et à mesure, certaines choses... J'ai appris, tu vois, maintenant je sais que, allez, tu dois te battre pour tout, je travaille, je fais tout, mais j'ai toujours envie de jouer. Et je dis, les erreurs que moi j'ai fait, mon petit frère ne peut pas les faire, tu vois. C'est ça aussi que je transmets. Et tous les petits, entre guillemets, qu'on suit et qu'on voit, etc., tout ce que je fais, entre guillemets, c'est que, et ce que je veux faire, c'est aussi transmettre et leur dire, hey, moi j'ai fait des erreurs, même si j'ai eu la carrière que j'ai et j'ai encore, donc c'est pas fini, tu vois, Dieu merci, mais je veux que ces petits-là, ils aillent plus loin, tu vois. Quel a été ton premier moment compliqué, on va dire, dans ta carrière? Je pense que c'est quand j'étais en Angleterre, on va dire à l'âge de 15-16 ans, je ne parlais pas la langue, je parlais rien. Et puis j'ai commencé à avoir des blessures que je n'ai jamais eues, tu vois. Des chevilles, d'entorse, des petits trucs, tu vois. Et là, c'est là que je me suis dit, oh, tu vois, c'est là que j'étais là-bas. Et puis je voyais à un certain moment qu'ils ont commencé à pousser les Anglais, tout ça, tu vois. Je me dis, oh, c'est quoi ce truc? Et puis l'année après, quand je suis revenu, aïe, mentalement, là, ils n'étaient pas prêts. J'étais plus formé et ça m'a... La difficulté l'a poussé, ça fait sortir. Exactement. Voilà. Et je voulais aussi rebondir. Mais j'ai besoin des fois de la difficulté ou que ça me pique pour ressortir le vrai... Quand c'est trop easy...
Après, moi, tu ne vas pas voir Et lui confirme les recherches que j'ai faites et les constats aussi que j'ai faits dans le monde de performance des athlètes ou même des artistes aussi. Les gens qui sont très talentueux n'aiment pas travailler. Ah oui, ça c'est clair. Dans mon livre, j'ai parlé de 3 catégories de talents, type de gens qui ont du talent. J'ai parlé de catégorie born to play, qui est un peu quelqu'un qui est né. Tu n'as pas enseigné à jouer une guitare, prends une guitare et commence. Pam, pam. Je parle du deuxième, je parle du work to play ou train to play. Il a ça, il commence à jouer et tu vois ça, pouf, ça explose. Et tu as dream to play. Dream to play, quand il commence, tu vois rien du tout. Mais lui, il est plus discipliné ici, mentalement, il est plus fort. Il s'en fout de ce que les gens lui disent. Et j'ai 3 garçons à la maison, ils sont exactement de ces catégories-ci. Mais les statistiques, ça montre qu'au fur et à mesure, les premiers qui sont talentueux tombent. Polo peut me dire ça, peut-être elle aussi peut me dire ça. Dans tous les centres de formation, on va vous dire, les plus talentueux n'ont pas traversé les 17, 18, ils ont commencé à chuter. Parce que tout le monde est concentré sur les talents. Et ils pensent que j'ai ça, je ne dois pas travailler. J'en ai ça, je ne peux pas travailler. Moi, je suis même de catégorie 3. Parce que je n'ai pas commencé avec le foot. J'ai commencé avec la danse, comme toi. Ah oui, c'est vrai ça. La musique. Danse classique, hein? Non. Michael Jackson. Ça, c'était mon... Mais j'étais aussi dans le dessin. J'aimais le karaté aussi. J'avais Bruce Lee aussi qui était un peu laid. Tu as commencé le foot à 11-12 ans, un truc comme ça? J'ai commencé plus tard. Encore. Mais j'avais ça moi. J'avais besoin juste de l'environnement pour que ça soit animé, ça s'expose. Mais parce que j'avais la discipline et le fin, quand j'ai commencé, on moquait de moi. Mais j'ai mis la tête. Après, ils ont commencé à apprécier. Oh, toi tu es bon. Ah, tu joues comme Véron. Mais dans toute ma génération, j'étais je suis le seul qui a joué professionnel. Et donc, tu as commencé au Cameroun. Oui. Ensuite, tu es parti au Burkina, c'est ça? Burkina, je suis revenu, Chypre, Afrique du Sud et Ajax, Amsterdam. Ça, c'est un parcours atypique. Hein. C'est facile, parce que je pense que tu as été en Angleterre. Après Amsterdam, je suis parti en Angleterre. J'étais déjà en Europe. Ok, d'accord. Mais tous ces voyages-là, ça forge mentalement. Parce que Polo a parlé de difficulté de la langue. Des fois, tu es venu aussi en Belgique. Même juste la barrière de la langue et toutes ces choses-là. Comment tu as vécu ça, du coup? Non, je pense que mon père m'a beaucoup aidé. Quand on parle d'entourage, on parle un peu de mentorship pour les jeunes, surtout les garçons. Ton premier mentor, c'est ton père. Si tu n'as pas de père, tu vas chercher un homme autour qui va te donner une idée c'est qui est un homme. Père, repère. Mon père m'avait déjà préparé quand j'avais vers 14 à 15 ans. Il m'a appelé et il m'a dit quand tu auras 17 ans, je veux que tu quittes ma maison. Il m'a dit ça comme ça, quand c'était une bombe qui m'est tombée dessus. Et puis j'étais fâché. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'autour de moi, je regarde, il y avait des hommes de 30 ans qui étaient toujours chez leurs parents. Et moi, j'avais 15. Qu'est-ce que j'ai fait? Après une semaine, il m'appelle, il dit, non, mon fils, tu sais pourquoi je t'ai dit ça? Je dis non. Il dit, parce que imagine que demain, je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je ne veux pas que tu grandis pour rester à la maison. Je vais te préparer pour le monde qui est dehors. Donc, je veux que tu sois ton propre homme. Je veux que tu aies tes propres rêves et que tu commences à réfléchir au-dessus de cette maison. C'est là que j'ai compris le message. Donc, directement à 15 ans, j'étais prêt pour l'aventure. Mais Eno, tu vois, tu as dit que ton père doit être ton premier mentorship. Mais moi, j'ai vu qu'il y a beaucoup de joueurs aussi, à cause des parents, leur carrière a été gâchée. Donc, comment tu fais quand tu dis c'est ton premier mentorship? Tu parles de la vie ou de la carrière ou je veux essayer de comprendre, tu vois. Un peu dans le livre, j'ai parlé du management et j'ai parlé beaucoup pour des parents. Mon père était un mentorship, m'a aidé dans le mentorship concernant la vie en général. Mais il n'était pas mon mentor concernant le carrière, le foot. Parce qu'il n'avait aucune expérience dans le foot et même il ne voulait même pas que je joue au foot. Heureusement, j'avais un mentor dans le foot. Tu vois, tu dois chercher un mentor dans toutes les disciplines, les gens qui ont l'expérience, qui ont l'expertise. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne sont pas docteurs, mais les fils sont des docteurs. Donc, si tu es intéressé aux médecines, tu dois avoir un mentor dans la médecine. C'est tellement important, le rôle du mentorat, en fait, dans le sport. Quand tu vois les grands sportifs, ils vont toujours te citer un nom.
qui a changé leur vie, en fait. Et qui leur est reconnaissant. Éternellement. Je parlais de Cristiano, Cristiano et sœur Alex Ferguson. C'est presque une relation père-fils. On parle de discipline depuis tantôt. Est-ce que dans la danse, tu as aussi dû te mettre une certaine discipline pour arriver à un niveau que tu voulais toi-même? Comment ça s'est passé pour être discipliné dans ton art? Alors, j'ai pas le sentiment d'avoir dû me mettre une discipline. Je pense que j'ai accroché à la discipline. Waouh, c'est fort ça. C'est fort. Quelque part, en fait, et j'ai eu la même discipline par rapport à l'école. C'est-à-dire qu'au moment où j'étais en cours, j'étais attentive à ce qui se passait là. J'essayais de prendre tout ce que je pouvais prendre là. Et je dirais inversement, en dehors des cours, je passais pas mon temps à danser ou à m'entraîner. Réellement, je suis sincère avec vous. Et je pense que ça, c'est ma grand-mère qui me l'avait dit. Elle m'avait dit, tu perdras moins de temps à être concentrée dans ce que tu fais, parce que du coup, tu ne devras pas revenir dessus par la suite. Et ça m'a suivie dans cette discipline-là. Et puis, il y a eu des moments où, notamment quand j'étais aux études, j'avais beaucoup moins de temps, beaucoup moins l'occasion de danser. Et j'ai eu un petit peu une phase, je vais dire, où j'ai cru que le rêve était mort. Je me suis dit, c'est fini, j'ai plus le temps de m'entraîner, je ne redanserai pas. Et voilà. C'était une crainte pour toi quand tu pensais ça ou tu dis... C'était pas vraiment une crainte, plus une déception. Okay. Je me disais... ça fait partie de ma vie, je sais que j'en ai besoin, mais là, je suis en train de perdre quelque chose et je ne pourrais pas le récupérer. Et puis, quand j'ai été diplômée, j'avais réentamé un cursus pour devenir prof. Et au bout de 2 mois, je me suis rendu compte que l'école, ça devenait trop. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment eu ce feu de reprendre mes activités artistiques. Et là, j'ai été propulsée en me retrouvant à un événement à Paris, en passant une audition, en rentrant dans cette école là-bas. Et là, j'avais un horaire qui faisait que je dansais tous les jours. Et en fait, assez étonnamment, mon niveau avait augmenté. C'est un petit peu comme si le temps d'arrêt avait été bénéfique. Pour que certaines choses s'imprègnent en moi, que certaines choses... Et d'où c'était venu la musique alors? Parce que tu chantes aussi, donc à quel moment, parce que tu as toujours fait de la danse, à quel moment la musique est venue et aussi tu continues de la musique, tu continues la danse, explique-moi un peu parce que... C'est les vies parallèles. Non mais effectivement la musique elle a toujours été présente aussi, déjà dans la voiture de maman pour commencer. Et puis... quelle musique, quels artistes, je sais pas, t'as oublié? Alors, au moment, c'était plutôt Juan Luis Guerra, Lionel Richie. Ah un bon groupe, quoi. Voilà. Et mon papa aussi a toujours été un grand amateur de musique. Il était d'ailleurs manager d'un groupe de blues. Mon père, c'est le blues. Depuis toujours et pour toujours. Et donc voilà, on a toujours été entouré de sons de partout chez nous. Et puis du coup à l'académie, la flûte, le solfège, le piano. Et en fait, à un moment donné, j'ai eu aussi ce trop-plein du cursus classique. C'était l'époque d'Alicia Keys. J'ai commencé à jouer et à chanter. J'ai fait partie d'une chorale d'enfants aussi. Et donc voilà, ça a toujours été là, mais ça ne prenait pas... la même place. Et puis, j'ai commencé à enregistrer des chansons sur mon ordinateur. À l'époque, je téléchargeais des instrumentaux. On est en quelle année environ? Là, on est en 2002, 2003. Ah oui, ok. Wow. Quand même. Et donc, il y avait ces dossiers précieusement gardés dans mon ordinateur. Ça, toujours? J'en ai certains. Et à l'époque, j'étais très proche d'une personne à qui j'avais envoyé ces morceaux. Et cette personne les a envoyés à son cousin qui était dans la musique. Et donc, là, il me dit, mon cousin veut te rencontrer. Et là, je me dis, comment ça, t'as envoyé mes morceaux? Et puis, effectivement, cette rencontre se fait. Et là, on me propose de devenir...
chanteuse pour un futur girls band en composition. Finalement, ce groupe n'a jamais été monté. Mais moi, j'ai continué à travailler avec ces personnes et c'est comme ça que je suis devenue choriste pour Gandhi. Notamment. Gandhi, qui revient là. Ouais. Il revient fort. D'ailleurs, Gandhi, toi-même, tu sais, hein, tu devais être là, mais c'est bon, on te pardonne. Ok. Et du coup, ça a été plein d'expériences. Et du coup, c'était justement la période... Pardon ? Tu as fait des belles scènes avec lui. Des très belles scènes. Ancienne Belgique. Ancienne Belgique, Botanique, aussi, Ink Rock Festival, Bruxelles Summer Festival, Couleur Café. Ah oui. On a fait une première partie à l'Olympia aussi. Wow. Soprano ? Non, c'était Fanny J, avec qui il avait fait un morceau aussi. Et voilà, donc ça a été tout un parcours. Alors à cette époque-là, je dansais beaucoup moins. Ouais. Mais j'étais étudiante et ça me permettait vraiment de souffler et de garder un rythme plus agréable à côté des contraintes des études. Et non, ça a été vraiment une période clé d'épanouissement au niveau musical. Aujourd'hui, si on doit te poser la question entre la musique et la danse, qu'est-ce que tu choisis ? C'est possible de répondre pour toi ou c'est Joker ? Alors, c'est un choix qui pour moi est impossible. Réellement, dans le sens où l'un ne va pas sans l'autre. Et complètement, je vais dire, la musique est à la base, parce que la danse, généralement, se produit sur la musique, bien qu'avec le temps, j'ai appris à danser sur les mots. Et réellement, c'est une question de saison. Je pense qu'il y a des moments où j'investis l'un, des moments où j'investis l'autre. Et là, je suis arrivée un petit peu à un point culminant où justement, je suis engagée notamment sur des spectacles où je peux cumuler les deux. Et donc, c'est vraiment très, très chouette. Il y a un truc chez les danseurs qui m'a toujours interpellé, c'est la capacité à transmettre de l'émotion. C'est-à-dire que oui, vous travaillez, mais certains ne transmettent pas d'émotion, tandis que d'autres transmettent quelque chose de fort. Et pour t'avoir déjà vu danser, tu transmets de l'émotion. Alors, comment est-ce que tu travailles ça ? D'où ça sort cette inspiration des tripes ? Pour moi, c'est une question de sincérité et d'authenticité. C'est cette capacité de se livrer, en fait. Je pense que quand je danse, tout se déconnecte. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des sportifs qui vont peut-être se trouver dans des endroits bruyants pour ne plus penser. Moi, au moment où je danse, je pense à rien du tout. Et en fait, c'est un peu comme un moment où je peux être totalement moi et où je vais pouvoir avoir accès à mes propres émotions les plus profondes, les plus ancrées. Et être en capacité de vulnérabilité. Là où, par exemple, en parler peut être très compliqué pour moi, surtout quand je sais que je suis observée ou autre, mais pouvoir l'exprimer au travers du mouvement va être vraiment quelque chose de différent et de libérateur. Je connais une seule danseuse, je pense que c'est une danseuse liturgique, c'est comme ça qu'on dit, qui s'appelle Virginie Nfa, c'est ça. Tu la connais particulièrement ou est-ce que c'est une inspiration pour toi Alors, c'est dans son école, en fait, que je suis allée à Paris. Et donc, c'est devenu une mentor. C'est une pionnière dans le mentor, le mot mentor. Ça revient, hein, donc c'est ton mentor aussi. Aussi, ouais. Ok. Donc, tu confirmes qu'il est important, même dans ton art, d'avoir un mentor aussi, pour pouvoir avancer mentalement et bien sûr dans le talent, quoi. Bien sûr. Après, il y a, je vais dire, il y a eu différentes acteurs dans mon parcours qui ont été des personnes clés au développement de ma compétence. Je pense notamment aussi à ma première prof de jazz qui me voyait dans le fond du cours de ma sœur en train de faire toutes les chorégraphies et qui m'a dit « Toi, il faut que tu commences. » Et j'avais 9 ans et on pouvait commencer le jazz qu'à partir de 12 ans. Et elle a dit non, il faut absolument que tu commences. Donc j'ai commencé à 9 ans en 2e année. Born to play. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui comprennent ce qu'on a à l'intérieur de nous et qui ont la capacité de nous mettre sur les voies pour développer
ce qui est déjà là. Et ce sont des personnes qui sont précieuses et qui peuvent faire toute la différence. Imagine si quelqu'un qui a tout ça n'a pas eu cette chance d'avoir quelqu'un comme ça pour l'aimer, ça veut dire c'est possible que cette personne se perde ou n'atteigne pas peut-être le niveau qu'il devait atteindre si ça arrive que dans une saison de sa vie qui devait être exposée, il n'est pas exposé. Moi, je dirais pas ça parce que je reste convaincue que quand on doit arriver quelque part, les choses sont mises en place pour qu'on puisse y arriver. Maintenant, peut-être que le chemin serait plus long ou peut-être un peu plus compliqué. Mais je crois que c'est important d'être attentif aux personnes qui peuvent voir des choses chez nous, des choses qu'on ne voit pas parfois. Moi, à 9 ans, je ne savais pas que je pouvais faire ce que je faisais ou je n'avais pas conscience que c'était une compétence spécifique qui était là. Et oui, effectivement, je pense que le fait de ne pas avoir ces personnes-là va peut-être juste freiner le développement. Mais comme tu le disais tout à l'heure, je pense que les Dream to Play n'ont peut-être pas toujours ça, puisque ce n'est pas repéré dès le départ, mais le travail finit par payer. La passion paye aussi. Et voilà, je crois que c'est différent pour tout un chacun, mais ça n'est pas moins efficace pour autant. Vous aussi, vous avez eu des personnes qui ont vu un talent hors du commun et qui ont cru en vous avant vous-même ou pas? Je crois qu'il a dit, c'est vrai que moi, mon père aussi, je crois qu'il a toujours cru en nous, parce qu'il nous accompagnait tout le temps au foot. Et puis après, il a gardé ce rôle de père et puis il nous laissait, on va dire, entre les mains des coachs. Je me rappelle qu'on avait Dominique Di Marco à Cornès. Et puis il nous a emmené à Pépinster. J'avais un moment. Peut-être Verviers, tout ça. À Rochin, j'avais Benoît Wocomont. Puis après Benoît, j'arrive normalement, j'ai eu Walter Vicensoto au Standard et lui, il m'a marqué. Lui, Walter Vicensoto, c'était un vrai Liégeois qui aimait le Standard et lui, c'est là, je pense, qu'est venue comme on dit, la mentalité du Standard ou quelque chose. Parce que à lui, c'était trop Walter Vicensoto. Puis j'ai eu un moment José Bokondo, Olivier Brozet. Et je pense que ceux qui m'ont marqué aussi, je pense il y a quelqu'un avec qui à Tottenham qui s'appelle John McDonough, qui est maintenant le directeur, qui est le directeur technique de l'FA en Angleterre, de la fédération. J'étais avec lui encore il n'y a pas longtemps. Et lui, je parle tout le temps avec. C'est un mentor pour moi aussi dans le football. Tu vois. Et il y a beaucoup de gens que je parle. Je parle aussi beaucoup avec MPH, Michel Prudhomme, des gens que en tant que coach et tout, que je sais que je peux parler et tout. Et non. La plupart des gens avec qui j'ai joué, je suis toujours en contact, et une manière ou une autre des fois. Et tu as eu des jeunes en qui toi, tu as placé ta confiance avant qu'eux-mêmes ne voient leur capacité, à l'inverse? Parce que tu as déjà un bon bout de carrière et du coup, beaucoup de gens veulent avoir tes conseils, etc. Mais est-ce que toi, tu as vu en un jeune? Je veux dire le petit Loïs Openda. Ouais. Parce que le petit Loïs, quand il est venu travailler dans PMK Company, d'ailleurs, c'est sa mère qui nous a poussé un peu à le prendre. Mariam. Ouais, c'est Mariam qui non, tu dois t'occuper, vous devez vous occuper de mon fils. Je dis, mais moi je suis joueur, je peux pas m'occuper, tu vois. Je peux pas encore faire, tu vois. Et puis on a réfléchi à un truc pour pouvoir un peu être là comme en tant que grand frère. Et je pense que c'est Mais c'est fort parce que si c'est comme ça que tu t'occupes d'un joueur qui du coup va en Coupe du Monde maintenant, ça veut dire que ça porte du fruit. Non, ça porte du fruit. Après, mon frère, c'est différent. Mon frère aussi, je suis là. Et je sais que dans certains trucs, notamment dans les contrats, à un moment, ça a fait polémique. On t'a vu en Anderlecht. Ouais, mais on sait pourquoi. Ah ouais, tu vas pas nous... Le lien de sang va au-dessus du sport. Ouais, le lien de sang. Et puis voilà, comme j'ai dit, les erreurs que moi j'ai fait, mes petits vont pas les faire. Parce que moi, j'ai pas gagné, eux, ils vont gagner. Tu vois. Bonne mentalité. Donc, grand frère. C'est ça. David, je crois que tu partages un point commun avec Fiona, c'est que vous êtes dans un même groupe musical qui s'appelle le Royal. C'est quoi ton regard artistique sur Fiona?
Fiona, Ouais. Fiona c'est un couteau suisse. Franchement, comme elle l'a dit, on sait pas la mettre dans une case, mais et dans tout ce qu'elle fait, elle est efficace. Vraiment, et elle est excellente. Elle a beaucoup parlé de l'aspect danse, mais c'est aussi une très bonne chanteuse. Je pense que les faits parlent pour eux-mêmes. Hein. Donc, elle a été choriste pour Gandhi. Ouais. Et elle m'a avoué récemment que, je ne sais pas si je peux le dire, mais elle avait un album en préparation il y a quelques années. Ah, intéressant. Voilà, j'ai lâché le morceau. Bon, les maquettes sont toujours là. Je ne sais pas s'il y a un producteur qui nous entend. On est là, Beach Record. Ouais, exactement. C'est pas mal, hein. Non, mais Si un jour, ouais, et au-delà de ça, c'est le genre d'artiste avec qui tu aimes collaborer, car au-delà du talent, il y a le cœur aussi. Et il y a l'attitude, l'humilité. Il y a beaucoup à apprendre d'elle. Donc, c'était quoi cette parole, Fiona? Ça me touche énormément. Merci beaucoup. Ah non, ok. On touche bientôt à la fin de notre échange, mais je pense qu'il y a une chose qui vous relie, c'est la foi. C'est-à-dire, quand il faut traverser des obstacles, on a parlé de mental fort. J'ai l'impression que ce mental fort est aussi lié à le développement de votre foi. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quoi ça vous a permis de vous épanouir simplement dans votre art? Je vais commencer avec toi, Fiona. Alors moi, je pense peut-être à deux choses, je veux dire, dans mon histoire artistique. C'est vrai que je disais tout à l'heure que j'étais une petite fille assez discrète et en retrait, mais c'était aussi dû à un contexte familial avec un papa dépendant qui, du coup, me mettait dans une forme d'anxiété assez importante. Et c'est vrai que la danse était une échappatoire, et la musique aussi d'ailleurs. Et pouvoir en fait se raccrocher à quelque chose d'autre, pouvoir décrocher, ça a été, je vais dire, quelque chose de salvateur. Je dirais aussi, alors dernièrement j'ai eu des problèmes au niveau physique. On a découvert pas mal de choses. Mon squelette avait bougé, ce qui me donnait beaucoup de douleur et qui a fait que j'ai dû arrêter de danser pendant plus d'1 an. Et c'est vrai que ça a été un contexte où mentalement il a fallu faire face, il a fallu se dire ok, tout n'est pas perdu, mais ça va être difficile et il va falloir affronter, il va falloir récupérer, il va falloir y aller. Et en fait c'est possible. C'est possible parce que aujourd'hui je me rends compte que le chemin parcouru a plus de conséquences positives que les défis qui ont pu se placer sur la route. Et réellement, je veux dire, il y a comme Polo le disait tout à l'heure, en fait, dans la difficulté, il y a quelque chose de plus qui ressort. Et c'est vrai que face à tous ces éléments-là, et il y en a eu d'autres sur le parcours, mais la foi est restée un moteur. C'est-à-dire que cette conviction profonde que Dieu a un plan derrière tout ce qui est en train de se passer, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la hargne à devoir sortir, c'est de se dire en fait, à aucun moment les choses ne sont faites pour m'anéantir, au contraire, elles seront un marchepied, et rester confiant dans le fait que il y a quelque chose de meilleur qui m'attend au-delà de ça. Ça a vraiment été comme une force de traction pour l'élévation. Et, voilà. C'est profond, c'est profond. Et toi, Yang? Ouais, la foi est tout pour moi. Je disais, je peux diviser ma vie entre deux. Avant de rencontrer Jésus personnellement, et ma vie, je disais, j'étais, selon les gens, ou selon moi-même, j'étais très intelligent à l'école. J'étais toujours parmi les clubs de danse. J'étais considéré comme un jeune qui était très talentueux, qui était connu, populaire. Et mais après, j'ai senti un jour qu'avec tout ça, il y avait toujours un manque. Il y avait toujours un vide. Et tout ce que je faisais ne pouvait pas le remplir. J'ai découvert ça très vite. Alors, le jour que je
reçois l'évangile et je reçois Jésus dans ma vie, et cette vie a été remplie. Et le chapitre de ma vie s'ouvre. Et tout ce que je vis depuis 7 ans jusqu'à aujourd'hui, c'est un chemin de foi. Donc ma vie est une vie de foi. Et les choses que j'ai parcourues, s'il n'y avait pas la foi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. De quitter au Cameroun, partir au Burkina, revenir, partir en Chypre. Tu as besoin d'être dans cette planification de Dieu et le croire, de continuer sur ce genre de chemin. Donc la foi est tout pour moi. Ma vie qui a commencé avec Christ a commencé par la foi. Ça continue par la foi et la foi c'est jusqu'au bout. Ouais. Donc c'est tout pour moi, la foi. Moi j'avais juste, avant de terminer, c'est quoi la suite pour vous? Parce qu'il y a aussi un autre point qui vous relie, au-delà de la foi, c'est le suivi. Donc comment vous allez suivre, comment ça va se passer pour les projets, donc toi que ce soit dans psychologue, que ce soit toi dans le mentorship, c'est quoi la suite pour vous un peu? Et aussi, what we can wish to you, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aussi par rapport à ça, quoi. La fin. Yes. Wow. Qu'est-ce qui va suivre? Je dirais qu'à ce niveau-là, je n'ai pas de plan tracé. Ok. J'ai juste l'espoir que ce qui a déjà été semé continue de porter du fruit et encore plus de fruits, que ce soit dans la transmission, que ce soit dans le fait que peut-être des personnes entendent parler de ce dont on parle aujourd'hui et se disent ben oui, peut-être que je pourrais faire quelque chose de plus, peut-être que je pourrais demander de l'aide, peut-être que je pourrais prendre soin de moi. Et j'espère pouvoir en tout cas être un instrument de réponse à ce qui serait éveillé dans le cœur de certaines personnes. Voilà, je pense que j'ai pas une attente toute tracée, mais voilà. C'est déjà pas mal. Et toi, Hello? Moi, je suis passionné pour aider des jeunes footballeurs ou jeunes professionnels. D'abord, sur mon livre, je parlais des 4 P's, qui sont les 4 P, et dont j'ai ma propre compagnie que j'ai créée, 4P Baller. Surtout, c'est une compagnie de management de footballeurs, mais de professionnels aussi, dont je suis très engagé avec ça. J'ai commencé déjà à la maison. Comme on dit en anglais, charity starts at home. Donc, j'ai 3 garçons qui jouent au foot. Donc, je mets l'accent sur ça. Je prends soin d'eux, je les amène pour faire les entraînements extra. Je les amène aussi à des conversations pour transmettre tout ma connaissance et aussi mon expérience pour qu'ils sont d'avance. Et pas seulement ça, je pars déjà avec beaucoup de jeunes footballeurs pour les encourager. Et puis j'ai créé aussi cette agence pour un programme de mentorship. Comme ça, comme Polo a dit, lui ne veut pas que les erreurs qu'il a fait, que son frère fait. Et il fait ça dans le management, il takes care of business. Mais dans la vraie vie, dans les aspects de chaque jour, il ne peut pas suivre son frère de chaque jour. Il y a des choses que son frère ne peut pas lui parler parce qu'il y a cette lien de famille. Comme elle a dit, il faut des personnes dans le contexte professionnel. Donc moi, j'ai fait le life coaching aussi, life coaching and mentorship. Donc comme ça, coach de vie, en français. Donc, j'ai des services que donc mon but, comme si Polo pose cette question, je suis disponible, je suis ouvert à des personnes qui ont besoin, surtout des jeunes footballeurs, mais je peux mettre l'accent aussi sur des parents. Parce que je pense que parfois on concentre sur des footballeurs, alors que de très bas âge, ils grandissent dans une famille avec des parents qui n'ont pas la connaissance comment aider les enfants. Et parfois ça influence les enfants négativement. Donc, j'ai un côté sur des parents, j'ai un côté sur des jeunes footballeurs, j'ai un côté sur des footballeurs qui sont déjà actifs, qui ont des contrats. Mais ça, c'est le danger. Et plus là-bas, parce que ça va très vite. L'argent, ça coule, les matchs, ça coule, les années, ça passe. Et si tu ne fais pas attention, tu vas t'élever un jour, tu as déjà 32, 33. Et il faut des problèmes pour te réveiller. Il faut des blessures graves pour te réveiller. Ouais. Nous, on ne veut pas ça. Moi, je veux déjà les joueurs qui sont dans cet espace-là. Ils peuvent prendre les petits retraits,
des moments de vacances que la plupart des footballeurs disent je veux me lâcher, mais je pense que ça c'est le moment de penser à des choses que tu ne peux pas penser quand tu joues, te ressusciter, te rééduquer, t'informer et prendre une bonne mentalité pour entrer pour la saison prochaine. Et j'ai aussi un autre groupe qui est les joueurs qui sont en train de faire la transition d'après-foot. Alors qu'on n'en parle pas beaucoup de ça. Mais mentalement, je peux vous dire 90% des joueurs qui traversent cette situation, il y a une dépression. Énorme. Il y a une perte d'identité. Et moi, j'en ai traversé ça. Même tant que je suis chrétien, je connais Dieu, mais parce que je ne savais pas, je n'étais pas préparé pour ça. Et j'avais personne pour me dire, pendant cette période, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Soyez tranquille, tu vas le sentir, mais ça va passer. Et après ça, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça, ce sont des aspects que je suis concentré sur ça. Et les gars, donc, on vous donnera toutes les infos. Donc, ce livre sera gagné. Donc, vas-y, je vais le montrer face à la caméra, comme ça là. Vas-y, tu peux parler, vas-y, je t'écoute. Donc, on mettra toutes les infos pour voir comment vous pouvez le gagner. Et on espère qu'un jour, il sera traduit en français. Mais ces livres-là, c'est pour qui, Polo? Celui-là. Qui a besoin de lire ce livre? Parce que peut-être il y a certaines personnes qui regardent qui pensent que non, comme on a dit, professionnels footballeurs, c'est que pour des footballeurs. Non, c'est pour toute personne. Comme il a dit, parents, footballeurs, tout professionnel. Tout professionnel. Juste pour finir vraiment cet échange, s'il fallait en un seul mot décrire l'humain que vous êtes, c'est-à-dire pas l'artiste et pas le sportif, mais vraiment juste l'humain en un mot pour finir, ce serait quoi? Fleurir. Fleurir. Tu m'avais dit en français ça? C'est quoi ça? En anglais? Blossom. Blossom. Oh, wow. Grâce. Ok. Ouais. Pourquoi? Grâce. Wow. Fleurir, c'est parce que je comprends. Mais grâce. Grâce. Grâce de Dieu. Bonté, tranquillité. Repose à la confiance en Dieu. Grâce. La grâce, c'est une personnalité, c'est un comportement, c'est un environnement, c'est une mentalité. Ok. Ouais. Polo. Généreux. Je le confirme. Confirme. Merci, Fiona. Merci beaucoup.